C'est OK pour l'enregistrement, vous pouvez y aller. Donc bienvenue à toutes et à tous de vive voix, hein, j'ai eu le message dans la conversation. Donc comme je l'indiquais au fur et à mesure que les gens arrivaient, hein, donc vos micros seront coupés pendant toute cette présentation, mais pour autant, n'hésitez pas à utiliser, hein, la barre de conversation pour réagir ou poser vos questions. Donc on essayera avec Nathalie au fur et à mesure d'y répondre. Et puis de toute façon, en fin de présentation, on refera le tour pour s'assurer de répondre à toutes les questions qui auraient pu être posées et auxquelles on aurait éventuellement passé à côté pendant l'exposé. Donc, pour vous accompagner ce soir, donc vous aurez 2 animateurs, donc moi-même, Loïc Paul, expert comptable associé, donc spécialisé dans l'économie sociale chez Inextinso depuis une vingtaine d'années, donc qui traite l'accompagnement de toutes nos structures de différentes formes et dans différents secteurs, que ce soit du médico-social, du sportif, du culturel, du pur social, et de l'humanitaire, etc. Et donc ce soir, je suis accompagné de Nathalie Dutrémollet, que je vais laisser se présenter. Nathalie. Bien, bonsoir à tous. Eh bien, je me nomme donc Nathalie Dutrémollet-Chessery. Je suis donc le manager conseil social chez Inextinso et donc je traite tous les sujets relatifs au droit du travail et notamment l'organisation en matière de relations individuelles et collectives au sein des structures, des entreprises que nous accompagnons au quotidien. Merci. Donc ce soir, on va vous parler d'une thématique qui est liée aux représentations du personnel dans les organismes sans but lucratif, donc communément appelé maintenant le CSE, le Comité social et économique, notamment pour voir qui est concerné et qu'on soit organisme lucratif ou non lucratif, quelles sont nos obligations, si c'est les mêmes qui s'appliquent, si on a quelques particularités. Et puis pour démarrer, donc je vais laisser Nathalie vous représenter un petit peu l'origine de ce CSE. Eh bien, en effet, l'origine du CSE n'est pas si loin que ça. 2017, hein, pour définir un petit peu la fusion de toutes ces instances. Donc, au 30 décembre 2017, les instances ont fusionné, notamment donc, les instances de délégués du personnel, anciennement connu aussi le comité d'entreprise. Le comité d'hygiène, santé et sécurité au travail qui, en fait, ensemble, ont fusionné pour nous donner une seule et unique instance. Je fais aussi une aparté concernant la délégation unique du personnel qui, en fait, qui ressemble beaucoup à l'instance que nous connaissons aujourd'hui, l'UES, qui avait été inventée dans le cadre de la loi Rabesman et qui, en fait, est donc devenue sans objet et donc rentre aussi dans le dispositif total et unique du comité social économique. Okay. Et puis donc plus précisément, pour voir si nos auditeurs ont bien raison de suivre ce webinaire, donc revoir à qui s'applique ce champ des CSE. Alors, le champ des CSE, en fait, en effet, il est large puisqu'il s'applique à principalement 3 secteurs. Le secteur privé dans lequel on va retrouver toutes les entreprises de plus de 11 salariés, les associations à but non lucratif dont vous faites partie, les fondations, les groupements d'intérêt économiques. À côté de cela aussi, vous allez avoir le secteur public qui va être concerné, notamment dans le cadre des établissements publics à caractère industriel et commercial, mais aussi les établissements publics à caractère administratif qui emploient du personnel dans des conditions de droit privé. Je pense notamment, par exemple, à la Chambre d'agriculture qui a du personnel qui relève d'un statut particulier, un statut agricole propre aux chambres d'agriculture, mais qui emploie aussi des salariés soumis au droit privé. Et donc, en effet, dans ces dispositions-là, va cohabiter 2 dispositifs, le CSE qui va être destiné aux salariés qui relèvent du droit privé et des commissions paritaires qui vont intéresser uniquement les salariés qui sont soumis au statut donc chambre d'agriculture, entre guillemets, un peu administratif. Voilà.
À côté de ça, va aussi nous intéresser le secteur agricole, qui là va regrouper des salariés qui ont des dispositions, qui répondent à des dispositions un peu particulières, notamment dans le code de l'article 1144 du Code rural. Je pense notamment au MSA, par exemple, aux mutualités sociales agricoles, qui intègrent complètement ce dispositif. Donc, le champ est large au niveau des CSE, puisque ça va balayer, entre guillemets, tous les secteurs de façon générale. Merci. Et donc, une fois qu'on est dans ce champ d'application, on va voir juste après, donc effectivement, il y a un périmètre d'application qui peut varier au sein de l'entreprise, inter-entreprise, etc., qu'il y a des liens qui se font qui peuvent nécessiter un CSE, quand bien même on croirait ne pas être soumis tout seul, voire avoir plusieurs, entre guillemets, CSE, suivant la taille ou l'organisation. Alors, en effet, on va d'abord analyser le CSE, donc, qui est la forme la plus simple au niveau de l'entreprise, donc, qui va être applicable dès lors où l'entreprise aura atteint un effectif de 11 salariés et plus, un effectif qui doit être atteint sur 12 mois consécutifs. Après, cette appréciation peut être vue sur un ensemble d'établissements distincts, c'est-à-dire qu'on peut envisager la construction d'un CSE dès lors où l'entreprise est constituée de plusieurs établissements distincts. Donc, quand on entend établissement distinct, on entend bien qu'il y a une notion d'unité d'exploitation ou de production qui sont localisées géographiquement, individualisées, mais qui, par ailleurs, ont bien cette notion d'autonomie suffisante pour gérer, par exemple, le personnel ou éventuellement gérer l'exécution du service. Donc, Ça, c'est par exemple, Nathalie, c'est ce qu'on oui, va pouvoir retrouver dans le secteur médico-social, où on est souvent amené à avoir une association tutelle qui va porter tout à différents fait. établissements qui peuvent agir d'ailleurs chacun avec des champs différents et qui vont donc on n'a qu'une entité juridique, pour autant on va avoir des établissements distincts qui peuvent être soit dans les mêmes locaux mais avec 2 missions spécifiques et 2 budgets différents et 2 directions, ou effectivement sur 2 lieux géographiques distincts. Tout à fait. Après, c'est un peu pour ça que c'est un peu des fois complexe à comprendre la notion d'établissement distinct, parce que derrière, on parle aussi également du ES, qui est en fait une unité économique et sociale, qui, elle, par contre, va se distinguer par la notion d'entité juridiquement distincte, artificiellement autonome, car en fait, elles sont quand même toujours, je dirais, dirigées, organisées par une entreprise qui va volontairement, disons, diviser cet ensemble de structures qui exercent pour la plupart du temps la même activité et qui ont surtout une communauté de travailleurs qui peut être permutable d'un établissement à un autre, ce qui se distingue en effet de l'établissement distinct. On peut là aussi, par exemple, retrouver, je pense moins à un cas où pour le coup on ne dépasse pas encore l'effectif, mais dans le réseau profession sport avec des mises en place de groupements d'employeurs où on a l'association d'origine, mais qui partage aussi ses salariés via un groupement d'employeurs pour d'autres associations. On a des directions ou des présidences qui sont communes, les directeurs salariés sont également partagés. Donc là, on serait dans le cadre de l'unité économique sociale, parce qu'il n'y a pas de lien juridique, c'est ça, entre les 2 structures. Mais pour autant, on a les mêmes salariés dans les 2 structures, la même gouvernance, donc on sera amené à être dans ce cadre-là et donc à globaliser notre effectif des 2 structures pour voir si on dépasse. Bien ça? Tout à fait. Et le dernier cas de figure qu'on peut rencontrer, mais que je pense qu'il se fait plus rare à votre niveau, mais c'est ce qu'on appelle le CSE inter-entreprise. Donc là, ça peut être en effet une alternative à la fameuse UES, lorsque ce dispositif se révèle un peu difficile à mettre en œuvre, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que l'UES peut être mise en place par voie conventionnelle, ou alors, à défaut, c'est une UES de fait, il peut y avoir une réclamation, et dans ce cas-là, elle sera mise en place dans le cadre d'une action en justice. Alors, le CSE interentreprise, il ressemble un petit peu, si ce n'est que, en fait, ils vont partager éventuellement des problèmes communs pour pouvoir construire ensemble un CSE interentreprise. Je pense notamment à mettre en place, par exemple, tout ce qui tourne autour de la prévention des risques avec un seul CSE ou partager un budget, par exemple, tout simplement le budget que vous connaissez d'action sociale et culturelle. Alors, bien sûr, c'est limité dans une zone géographique où les entreprises doivent être regroupées ensemble pour pouvoir envisager ce type de construction. D'accord.
Alors, on a déjà une première question donc, sur le délai de mise en place du CSE lorsqu'on dépasse ce seuil de 11 salariés sur 12 mois consécutifs. Bah, je dirais le plus tôt possible. Alors, en effet, le calcul se fait sur les 12 derniers mois précédant le premier tour des élections. Donc, dès que vous avez connaissance que vous avez atteint ce 11 ETP équivalent temps plein, je dirais le plus tôt possible. Donc là, en effet, on va arriver pendant les vacances d'été, ça va être peut-être un peu compliqué et plutôt envisager de démarrer éventuellement, de faire une information collective auprès des salariés en disant qu'au mois de septembre, vous allez organiser des élections. Parce qu'en effet, le fait de ne pas le mettre en place le plus tôt possible pourrait être constitutif d'un délit d'entrave. Donc, il faut s'organiser au mieux, au plus vite. Alors, pendant les vacances d'été, éviter de faire des élections parce que, pareil, je pense qu'il pourrait y avoir des suspicions de délit d'entrave. Donc, lancer plutôt le protocole, si j'avais un conseil à vous donner, à partir du mois de septembre, c'est-à-dire lancer la procédure au mois de septembre. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on a vu là précédemment, donc si vous avez qu'un seul établissement, donc une seule entreprise, ce sera simple, ce sera un CSE au niveau de l'entreprise. Si vous avez au moins 2 établissements distincts, alors dans ces cas-là, vous aurez des CSE d'établissement et un CSE central au niveau de l'entreprise principale. À côté de cela, concernant les UES, vous allez avoir des CSE d'établissement, identiquement à ce que je vous ai dit précédemment, et un CSE central. Et lorsque vous avez un CSE qui est mis au niveau de l'inter-entreprise, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se fait que par le cadre d'un accord collectif. C'est-à-dire qu'il faut que les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales signent un accord pour pouvoir mettre ce CSE en place au niveau de parce qu'il faudra définir où sera situé le CSE dans le cadre de l'inter-entreprise. Avant de poursuivre, je pense qu'il est important de bien insister sur le fait que l'UES ou établissement distinct, on n'a pas de définition légale, hein, donc on est vraiment Non, sur des sur de la critères de jurisprudence. jurisprudence, ce qui fait que voilà, entre l'interprétation qu'on peut en avoir en tant qu'employeur, en tant que salarié, en tant que syndicat et le législateur en cas de contrôle, voilà, il peut y avoir des analyses complètement différentes et donc en tout cas, s'il y a des interactions, il faut se poser la question: «Est-ce que je vais être concerné ou pas par cette notion d'établissement distinct et ou par cette notion d'unité économique et sociale?» Donc on a un peu répondu, mais donc sur cette notion de calcul des effectifs, hein, comme on va décompter nos fameux 11 salariés pour la mise en place. Alors, en effet, comme je vous l'ai évoqué un petit peu précédemment, le calcul des effectifs, il est assez simple dans le sens où vous devez en prendre en compte donc tous les équivalents temps plein sur les 12 derniers mois qui précéderont vos élections. Alors, il faut être vigilant, il faut surveiller en effet le compteur des effectifs si vous commencez à approcher la barre des 11 salariés et plus. Et donc, prendre en compte tous les contrats, temps plein, temps partiel, les forfaits jours, les salariés mis à disposition éventuellement, les intérimaires, les contrats un peu spécifiques comme les CUI, tous ces contrats-là rentrent dans le calcul des effectifs. Donc, les rappels de 11 à 49 salariés, le CLSE reprendra toutes les attributions des délégués du personnel et à partir de 50 salariés et plus, le CSE reprendra des attributions telles que celles du CE, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, santé, sécurité au travail. En fait, plus le CSE est important, plus il a des attributions plus conséquentes. Ça fait qu'on va revoir juste après et vous me rappelez, hein, ces fameux 12 mois consécutifs qui ont été mis en place font que si vous êtes 10 mois au-dessus des 11 salariés, mais que le 11e mois, vous retombez à 9, vous repartez de 0 pour votre décompte. Donc c'est vrai que bon, le décompte est à suivre de manière précise, mais il peut y avoir beaucoup d'interruptions qui font on retombe à 0, notamment si on a une saisonnalité dans l'embauche de personnel avec des périodes de plus forte activité. On va monter notre effectif moyen et sur des périodes plus faibles, le réduire et retomber sous les seuils. Donc il faut vraiment que les 12 mois glissants soient au-dessus de ce seuil pour qu'on déclenche les élections. Et donc, si on doit déclencher ces élections, on va devoir mettre en place des élections et ça se fait évidemment dans un cadre spécifique.
Tout à fait. Donc, le seuil d'effectif est un élément déclencheur du CSE. À côté de ça, vous avez aussi d'autres seuils déclencheurs du renouvellement, par exemple, du CSE, parce que vous avez vos mandats de représentants qui arrivent à terme, ou alors parce que vous avez par voie judiciaire l'obligation de mettre en place une unité économique et sociale qui a été reconnue, ou alors parce que vous avez réuni les conditions des sections partielles, vous avez des titulaires qui sont partis, donc vous vous retrouvez dans une constitution, où vous avez une obligation de mettre en place également le CSE. Donc pour tout cela, vous allez avoir la nécessité de mettre un calendrier pour pouvoir organiser au mieux vos élections et respecter surtout certains délais légaux, notamment la négociation du protocole d'accord préélectoral, notamment tout ce qui concerne les collèges et la répartition des hommes-femmes quand vous avez des organisations syndicales qui se présentent au premier tour. Dans ces conditions, il y a en effet obligation de faire l'alternance entre les hommes et les femmes en fonction des listes électorales. Vous avez donc ces obligations à mettre en œuvre, soit c'est à l'initiative de l'employeur quand vous organisez vos élections, donc tous les 4 ans ou avant le terme des mandats. Donc le terme des mandats, attention, c'est 2 mois avant le terme des mandats, vous devez informer l'ensemble des organisations que vous allez procéder au renouvellement du CSE. À la demande d'un syndicat ou d'un salarié, qui peut en effet vous demander de remettre en place ces élections, puisqu'au bout de 6 mois, par exemple, il y a eu un délai de carence, il y a eu un PV de carence. Donc, au bout de 6 mois, par exemple, un salarié peut se manifester en disant on souhaiterait que vous remettiez en place des élections. Ça peut se faire aussi dans ce cadre-là. On n'est Donc, pas tranquille pour 4 ans parce qu'on a non, eu un PV de carence. non. Donc, voilà, j'ai listé. Donc, fondamentalement, ce sont les organisations syndicales qui peuvent demander la mise en place du CSE, mais bien entendu, aussi les salariés ou alors de votre propre volonté, parce que vous avez vu qu'en effet, vous étiez arrivé au seuil des 11 salariés. Okay. Alors, donc j'ai vu des questions sur les effectifs, on les reprendra à la fin vu qu'on a changé de sujet. Là, la question, elle pose bien sur notre diapo. De quel délai dispose-t-on pour réorganiser des élections si démission de la personne élue et pas de suppléance, sachant que la personne vient de partir et que nous sommes en période estivale? Alors, je dirais, là, en fait, en effet, soit vous informez vos salariés que vous allez organiser des élections, mais comme vous allez avoir un calendrier à respecter dans les 90 jours que vous annoncez que vous réorganisez des élections partielles ou totales, vous devez avoir votre premier tour des élections. Donc, ça risque peut-être d'être un peu compliqué. Donc, soit vous informez quand même que vous allez organiser des élections et que pour des raisons pratico-pratiques, pour que tous les salariés puissent voter, vous allez le faire à partir du mois de septembre, ce qui me paraît quand même plus judicieux que de lancer un processus maintenant. Très bien. Est-ce que j'ai répondu à la question de la personne concernée ou est-ce qu'il faut que j'approfondisse ça? Oui, c'est bon. Merci. D'accord. Et donc, une fois qu'on a élu notre CSE, donc il va devoir se réunir, mais là aussi, il y a un cadre qui a été établi. On ne se réunit pas comme on veut, quand on veut, et pour discuter de n'importe quoi. En effet. Le CSE, vous avez vos titulaires, vos suppléants. Donc, la première réunion du CSE, vous n'avez pas forcément un délai, mais ce qu'on préconise, c'est de le faire quand même dans le premier mois qui suit les élections. Vous avez 2 types de réunions. Alors, pour les des 11 à moins de 50, comme pour les plus de 50, vous avez des réunions dites ordinaires. La différence pour les moins de 50, c'est que vous avez une obligation en principe de vous réunir une fois par mois avec vos titulaires. Alors, titulaires, vous n'avez pas l'obligation d'inviter vos suppléants, hein, donc les titulaires ou le titulaire. Pour les CSE de plus de 50 salariés, vous avez une obligation de réunir votre CSE au moins une fois tous les 2 mois, donc 6 réunions par an. Un accord collectif peut très bien définir plus de réunions. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire, hein. Donc, mais c'est le minimum, c'est bien 6 par an. Et la première réunion pour le CSE de plus de 50 est importante également, puisque c'est là que vous devez en principe fournir un règlement intérieur.
À côté de ces réunions, vous avez aussi les réunions exceptionnelles où là, en effet, en cas d'urgence à traiter, un accident grave par exemple, vous allez avoir besoin de réunir votre CSE. À côté de ça, au niveau du CSE de plus de 50 salariés, vous avez aussi des réunions exceptionnelles qui peuvent être aussi du même ordre, mais aussi des réunions supplémentaires qui peuvent être pour un sujet spécifique. Dans ces cas-là, pour des réunions supplémentaires qui sont demandées à l'initiative du CSE, il faut qu'en principe, ces demandes soient retenues à la majorité des élus. C'est-à-dire qu'il faut que la majorité des élus souhaitent se réunir avec vous pour pouvoir mettre en œuvre cette réunion supplémentaire. À côté de ça, je finis donc pour l'ensemble de ces réunions, vos CSE, vous avez des titulaires et des suppléants, lesquels vont disposer d'heures de délégation. Donc, je parle uniquement des heures de délégation titulaires, puisqu'en effet, les titulaires peuvent partager ces heures de délégation avec leurs suppléants. Donc, schématiquement, j'ai rappelé un petit peu les premiers niveaux quand on a des CSE entre 11 et 24, combien d'heures de délégation peut disposer le CSE. Donc, un titulaire a droit à 10 heures si c'est 11-24. Si c'est un 25 à 49 salariés, il aura droit les deux titulaires ont droit à 20 heures mensuelles, voilà, etc. C'est la logique des heures de délégation qu'ils peuvent utiliser comme bon leur semble pour les nécessités, bien entendu, de leur mission. Donc, on reviendra peut-être après là-dessus s'il y a des questions sur ce sujet. Merci. Donc, pour organiser ces réunions, donc il y a des délais de consultation également à respecter. Oui, tout à fait. Alors, on parle de consultations, notamment, qui sont très importantes si vous avez des salariés qui ont été déclarés inaptes. Donc, attention à l'inaptitude, le fait de ne pas avoir mis en place un CSE, par exemple, alors que vous en avez l'obligation et vous avez des salariés qui sont déclarés inaptes, peut rendre un licenciement nul. Donc, il est très important, en effet, de se pencher sur la question quand vous avez l'obligation de mettre en place votre CSE et surtout par rapport à des situations que celle-là, l'inaptitude pour laquelle vous devez recueillir l'avis du CSE. Donc, en présence d'un accord d'entreprise, vous pouvez fixer librement un petit peu le timing du délai de consultation du CSE. En revanche, à défaut d'accord, vous avez un timing à respecter. Vous avez un mois. Donc, quand vous avez besoin de consulter CSE, vous devez respecter le fameux 1, 2 et 3. C'est-à-dire que un mois, j'informe le CSE sur le dossier sur lequel je souhaite le consulter. Éventuellement, 2 mois, si le CSE a besoin d'une expertise, il aura un délai de consultation de 2 mois, ou encore 3 mois si en effet le CSE sollicite notamment plusieurs experts. Donc effectivement, si on ne si on ne met rien en place, on a un mois minimum de délai pour convier notre CSE. Donc effectivement, comme tu disais, dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, Oui. quand bien même on apprend l'inaptitude par le médecin du travail, qu'on commence à lancer notre procédure, quand on voudra informer notre CSE, il faudra déjà prévoir un mois de convocation pour recueillir leur avis et ensuite pouvoir continuer la procédure. Donc C'est ça peut encore plus vrai effectivement quand il y a rallonger licenciement économique. et également, oui, dans le cadre des licenciements économiques. Et donc les décisions du CSE qui sont prises à la majorité des membres présents. Quand doit-on impérativement consulter le CSE, sur quel On thème l'a est vu, cette obligatoire? diapo-là. Cette diapo, je pense qu'on l'a déjà vue. Oui. Non, mais c'est la question, c'est quand doit-on Ah, excuse-moi, impérativement Loïc, je pensais que consulter le CSE et sur quel thème est-ce obligatoire? Alors, notamment ce que j'ai évoqué, l'inaptitude, le licenciement économique, par exemple un changement d'organisation qui touche en profondeur, je dirais par exemple la durée de travail et qui peut en effet bouleverser un petit peu le rythme du travail. Donc là, en effet, vous aurez besoin de consulter le CSE. Donc, On va le reprendre avec les missions oui, tout à fait. qui sont la suite logique où effectivement, c'est tous les cas où, comme ça rentre dans Voilà. le mission du CSE, il doit être consulté, sur ces différentes thématiques. Voilà.
Donc, j'ai mis un peu, on a un peu schématisé, mais en effet, les moins de 50, les moins de 50, donc de façon générale, même les plus de 50, hein, c'est les Tous les présentations des CSE, réclamations. voilà. Tous Voilà. les CSE, la première colonne, hein, pour Tout ce faire qui est simple. présentation de réclamations individuelles collectives, hein, devant l'employeur. Le CSE a aussi le pouvoir d'enquêter dans le cadre d'un accident du travail ou maladie professionnelle, et donc éventuellement de consulter, communiquer certains documents, faire le point avec l'inspecteur du travail. Donc ça aussi, c'est aussi consulter l'inspecteur du travail, ça relève aussi de leurs prérogatives. Le CSE aussi a un droit d'alerte, hein, ou d'atteinte lorsqu'il y a en effet une situation où en effet il y a un risque majeur, droit de retrait aussi, je ne l'ai pas mis, mais il y a aussi un droit de retrait. Et aussi un droit de vote, en effet, quand il y a, par exemple, consultation en matière de reclassement du fameux salarié inapte, pour lequel l'employeur doit recueillir l'avis du CSE. Donc, pour les CSE où il y a en effet plus de 50 salariés, donc il a ces prérogatives-là, mais il a aussi des prérogatives, des compétences supplémentaires. Il est consulté notamment en matière de politique sociale de l'entreprise, en matière de consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, ou encore sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Donc là, on rentre déjà dans la fameuse base de données sociales, économiques et environnementales, pour lequel le CSE doit régulièrement avoir des informations concernant la vie, je dirais, de façon générale de l'entreprise. Notamment aussi, il doit être consulté quand il y a une nouvelle organisation de travail, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et puis aussi des missions renforcées en matière de santé, matière d'hygiène, santé, sécurité au travail, et conditions de travail, excusez-moi, parce que ça a changé, ça a évolué au niveau de l'intitulé. Donc, faire participer à l'évaluation des risques, participer à l'élaboration du document unique des risques professionnels, par exemple. Et puis, quand on a un CSE où là, on a un bon nombre de salariés, c'est-à-dire on atteint le seuil des 300 salariés et plus, il va y avoir d'autres obligations, notamment de mettre certaines commissions obligatoires à mettre en place, notamment la commission santé, la commission formation, qui vont rentrer en effet dans ces dispositions. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à partir du 1er janvier 2019, maintenant, tous les CSE, quelle que soit leur taille, doivent avoir désigné un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste parmi ses membres, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc s'il est tout seul, voilà, il se Il est désignera. désigné d'office. Ouais. Donc par rapport aux commentaires, dans la conversation, donc effectivement, hein, dans le cas de tout ce qui est restructuration de l'entreprise ou de l'association, le CSE doit être consulté. Donc quand on envisage effectivement une fusion, un apport partiel d'actifs, enfin tout ce qui va toucher des transferts de personnel, de façon globale, il faut évidemment consulter le CSE avant de mettre en place la procédure. Donc tu l'évoquais avec les différentes missions renforcées, donc sur la mise en place maintenant d'une base de données économiques, sociales et environnementales. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est et qui ça concerne? Oui, tout à fait. Alors, cette base de données sociale et environnementale, puisqu'on l'ajoute maintenant l'environnement à cette base de données, va concerner toutes les entreprises d'au moins 50 salariés. C'est-à-dire que l'employeur a une obligation de fournir un ensemble d'éléments chiffrés, je dirais, de curseurs concernant la vie de l'entreprise, tant des curseurs, je dirais, des données financières, sociales, environnementales. Et donc, reste à définir un petit peu. Alors, il y a un contenu qui va être obligatoire, hein, d'ordre public, je dirais, et il y a un contenu qui pourrait rentrer dans le cadre d'une négociation. Donc, ces données, Directement, ouais. voilà, se reposent sur 3 piliers. Donc, le pilier, tout ce qui concerne les orientations stratégiques, tout ce qui concerne les situations économiques de l'entreprise et tout ce qui concerne la politique sociale de l'entreprise. À côté de ces données, on va également avoir des indicateurs, par exemple, concernant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Et surtout, il faut donner la méthodologie qui a été appliquée pour pouvoir expliquer comment sont calculées ces rémunérations, ces écarts de rémunération.
Donc, à côté de cela, en effet, potentiellement, il peut y avoir des thèmes sur lesquels l'employeur et le CSE peuvent négocier, mais uniquement dans un cadre d'un accord d'entreprise. Donc, notamment, ça va être porté sur les modalités de fonctionnement de cette base de données, les droits d'accès, la consultation, les modes de consultation. Donc, tous ces éléments-là peuvent être négociés. À défaut de pouvoir trouver un accord d'entreprise, puisque on peut négocier, la négociation ne veut pas dire forcément aboutir à un accord. Toujours est-il que s'il n'y a pas d'aboutissement de cet accord, dans ces cas-là, on parle de contenu supplétif en l'absence d'accord, donc des dispositions supplétives inscrites dans le cadre des lois qui dit qu'en effet, à défaut d'accord, ce seront les règles supplétives qui s'appliquent. Et donc, on a listé tous les éléments qui doivent apparaître dans cette base de données, quoi qu'il advienne. Donc, en Donc, résumé, en si on fait, il veut faut retenir limiter qu'on a le tout. nombre de données, il faut négocier un accord d'entreprise avec son CSE pour limiter le nombre d'indicateurs, etc. On ne pourra pas aller en deçà de ce qui est d'ordre public, mais si on ne veut pas en avoir trop à calculer, il faut faire un accord avec son CSE. Ok, sur cette thématique, donc autre possibilité qu'a le CSE, donc on va l'évoquer, hein, c'est tout ce qui est recours à l'expertise, hein, donc avec les 3 types d'expertise auxquels le CSE peut avoir recours et avec des modes de financement du coup qui sont différents. Tout à fait. Alors, en effet, le CSE peut avoir à un moment donné besoin d'avoir un recours à un expert. Donc l'expert comptable qui, lui, va plutôt, en effet, travailler sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur la situation financière et économique de l'entreprise. Donc, la prise en charge par rapport à cet expert, en principe, est financée à 100% par l'employeur. À côté de cette expertise, donc de l'expert comptable, peuvent aussi être nécessaires par rapport à d'autres situations, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies ou encore parce qu'il y a eu un risque grave et qui a été constaté et il y a besoin d'avoir une analyse un peu plus fine en sollicitant par exemple un ergonome. Dans ces cas-là, le financement va être à contribution à 80% par l'employeur et à 20% par le CSE. Et puis aussi, le CSE peut aussi avoir besoin d'experts divers et variés, je dirais une expertise un peu plus libre. Donc là, par contre, cette expertise libre est à charge à 100% par le CSE. Merci. Toujours sur le thème précédent, mais l'aspect environnemental dans le contenu supplétif. La question, je ne vois pas l'aspect environnemental dans le contenu supplétif. Je ne sais plus, il faut que je revienne en arrière. Alors, c'est un peu nouveau l'aspect environnemental, hein. Mais par exemple, ça va être tout ce qui va être travaillé sur la réduction des pollutions, ou ça peut être par exemple, la réduction de l'usage par exemple, dans une entreprise qui est très consommatrice de papier, donc un travail là-dessus, par exemple. Plutôt mettre en place des dispositions qui vont favoriser, je dirais, tout ce qui est déchets, par exemple, mettre en place dans l'entreprise des systèmes de recyclage. Voilà, donc c'est un peu à la liberté des entreprises. Et puis, ça dépend aussi, par exemple, des entreprises. Si c'est des entreprises très pollueuses, où là, en effet, il va falloir rentrer des données en matière de pollution dans le dispositif et réduire les pollutions de façon à, en effet, rentrer dans et peut-être payer moins de taxes, hein, parce que je sais qu'en effet, il y a des taxes qui s'ajoutent quand on est très pollueur. Ok. Alors, puisqu'on parlait de financement d'expertise et de budget, donc notre CSE, il va disposer de 2 budgets, hein, donc un budget de fonctionnement et un budget lié à ses attributions sociales et culturelles, donc le budget dit ASC. Au niveau du budget de fonctionnement, donc il est calculé, lui, donc sur la base de la masse salariale brute de l'entreprise, donc l'ensemble des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale,
donc avec quelques exclusions, notamment liées aux indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail, et puis tout ce qui est intéressement, participation qui sont exclus. Donc pour le reste, en gros, on prend le salaire brut, la masse salaire brute, ce qui va nous donner notre base. Donc par principe, on est masse salariale de l'année N pour le budget de l'année N. Bien évidemment, comme on ne connaît pas précisément cette masse salariale tant qu'on n'a pas atteint le 31 décembre, donc il est autorisé à verser du coup des acomptes sur budget de fonctionnement et à le réajuster une fois qu'on connaît notre masse salariale définitive. Donc on a des taux qui vont s'appliquer à cette masse salariale, donc fonction de notre effectif. Donc le budget de fonctionnement, il sera doté de 0,2 % de la masse salariale dans les entreprises de 50 salariés à 2000 salariés et 0,22 si on dépasse ce seuil de 2000 salariés. Donc ce qui veut dire qu'en tant que l'on n'a pas atteint le seuil des 50 salariés, il n'y a pas de budget de fonctionnement à verser au CSE. En tout cas, pas de manière obligatoire. Si on est donc avec des CSE d'établissement ou en union économique et sociale, comme on a dit, avec un CSE central, donc du coup là, ça va être en accord entre les des différents CSE qu'on va répartir cette masse de budget de fonctionnement entre les différents établissements. Et puis s'il n'y a pas d'accord entre eux, ce qui serait bien dommage, donc c'est le tribunal judiciaire qui pourra fixer le montant de rétrocession que chaque établissement doit verser au CSE central. Mais en tout cas, ça n'augmente pas du coup la masse pour l'employeur de financement du budget de fonctionnement. On peut également, donc le CSE peut prendre en charge son budget de fonctionnement, donc les financements de formation pour les délégués syndicaux de l'entreprise. Et en termes de formation, on en reparlera tout à l'heure avec quelques rôles principaux de membres du CSE. Au niveau donc des attributions sociales et culturelles, donc c'est tout ce qui va permettre donc d'améliorer les conditions collectives de travail et d'emploi de leurs bénéficiaires. Donc on n'a pas une définition légale très précise de ce qui rentre dedans. Tout ce qu'on peut avoir donc vient de la jurisprudence, donc ça ne doit pas être quelque chose d'obligatoire pour l'employeur. Si on répond à une obligation qu'a l'employeur, ça ne rentre pas dans ce budget et ça doit rester à la charge de l'employeur. Ça ne doit pas être versé en contrepartie d'un travail, donc évidemment, il n'est pas question de masquer des primes ou autres avantages par le biais d'œuvres sociales. Ça doit améliorer donc les conditions de vie et de travail des salariés, prioritairement, on appréciera le prioritairement destiné aux salariés de l'entreprise ou à leur famille, donc prioritairement, c'est-à-dire que ce n'est pas exclusivement, et surtout, ça doit être accessible sans discrimination. Donc ça, c'est plus la règle de base de l'URSSAF qui nous dit que tous les versements doivent être faits sans discrimination. Si on met une discrimination, alors qui peut être tolérée avec des notions de différenciation, de prise en charge du CSE en fonction des revenus, hein, plus on a des faibles revenus, plus la prise en charge du CSE est importante, ou de conditions sociales pour de l'octroi vraiment du secours qui, là évidemment il y a une discrimination, mais ça va être entre guillemets une discrimination positive, il y a des conditions de ressources, mais pas par rapport au fait qu'on soit à temps plein ou à temps complet, qu'on soit dans tel établissement ou tel autre établissement, qu'on soit dans tel service ou tel autre service. Et donc ça, notamment, je vous invite, hein, il y a un guide de l'URSSAF qui est pas mal fait, qui reprend la plupart des prestations ou actions qu'on peut mener en tant que CSE. Ces activités sociales et culturelles, donc c'est le CSE qui en a le monopole, c'est-à-dire que c'est pas l'employeur de les mener, c'est bien le CSE qui doit le mener et donc qui peut décider d'en créer une nouvelle, d'en modifier, d'en supprimer, etc. Donc en gérant son budget. Par délégation, c'est ce qu'on voit en dernier, on pourrait confier à l'employeur
une partie de la dépense du budget et ce serait que par délégation du CSE et ça reste le CSE qui doit décider de ce qu'on fait de ce budget, des attributions sociales et culturelles. Et important également, donc quand on est donc dans des CSE d'établissement, on peut, décider donc une gestion des activités par établissement, tout comme on peut, pour toute ou partie des activités, le déléguer au CSE central. On peut répartir le budget entre le central et les établissements et avoir du coup, des gestions d'activités par établissement pour être au plus proche des besoins, des salariés de chaque établissement. Et évidemment, donc si on n'a pas de CSE, et qu'on est au moins 50 ETP, donc c'est l'employeur qui peut gérer directement ses activités sociales et culturelles, notamment dans le cadre où on a une carence de CSE. Et donc cette gestion par l'employeur, elle est importante parce que pour l'instant, on n'a pas parlé de montant et pour cause, puisque la loi ne définit pas de pourcentage d'activités sociales et culturelles liées à la masse salariale comme le budget de fonctionnement, hein. Le seul pourcentage qui est fixé, c'est bien pour le budget de fonctionnement. Donc c'est un accord d'entreprise qui va déterminer les conditions de versement, hein, qui peuvent être des montants fixes ou des montants proportionnels à la masse salariale. Et s'il n'y a pas d'accord, on va se référer uniquement à ce qui a été versé l'année précédente au terme de ces dites activités. Et notamment quand on met en place un nouveau CSE et qu'il n'y a pas d'accord de trouver, l'obligation pour l'employeur, ça va être de verser ce qu'il faisait dans l'année précédente en termes de montant. Et combien même l'effectif aurait doublé, ce sera quand même le montant versé l'année précédente qui sera le montant à affecter à ce budget. Donc là aussi, il y a une nécessité de mettre en place un accord d'entreprise pour gérer cette partie des œuvres sociales. Et puis donc si on est multi-établissement, le budget il se calcule effectivement au niveau de l'ensemble des CSE et pas établissement par établissement. Petite info, parce que des fois on n'y pense pas, le législateur a prévu une petite possibilité de transfert puisque, de base, hein, c'est 2 budgets, le budget de fonctionnement, le budget des œuvres sociales, ils ne sont pas fongibles. Donc on doit vraiment, ce qu'on reçoit pour le fonctionnement doit être dépensé pour le fonctionnement, ce qu'on reçoit pour les œuvres sociales doit être dépensé pour les œuvres sociales et on ne peut pas dire: «Il me reste du budget sur les œuvres sociales et je vais financer du fonctionnement» ou il y a plus généralement, il me reste du budget de fonctionnement, je vais aller doter les œuvres sociales avec ce budget. Donc ça, c'est pas possible, il faut bien suivre les 2 budgets séparément. Toutefois, en fin d'exercice, on a donc, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais une possibilité de transférer 10 de l'excédent annuel dans l'autre budget. Donc s'il nous reste des sommes sur le fonctionnement, hein, s'il nous reste un budget de 10 000 € non consommés en fin d'année 2021 sur le fonctionnement, et quand je vais décider arrêter mes comptes du CSE, je peux valider et donc il faut que ce soit validé dans le PV du CSE et transcrit après en comptabilité. On va transférer donc, j'avais dit quoi? 10 000, donc 1 000 € au budget des œuvres sociales pour l'année suivante. Donc voilà, hein, donc c'est bien inscrit dans les comptes, inscrit dans le rapport d'activité, etc. Pour finir, donc deux rôles qui nous paraissent importants dans le CSE. Donc le rôle du trésorier. Donc ce rôle, il doit être défini dans le règlement intérieur du CSE. Nathalie l'avait annoncé tout à l'heure, hein. On a une obligation de mettre en place un règlement intérieur dès qu'on dépasse Alors, les seuils en effet, un règlement intérieur, le trésorier, mais aussi le secrétaire, parce que de toute manière, le secrétaire a la vocation à rédiger les PV. Donc, je pense qu'il est nécessaire de bien définir le cadre de trésorier et de secrétaire dans la fonction de CSE. Donc notamment le trésorier, il va avoir un rôle de gestion, hein, des budgets, hein, donc comme on dit, ils sont pas fongibles, hein, donc il faut bien qu'ils suivent les budgets de fonctionnement et ASC séparément.
Je me permets, Loïc, il y a pas la diapo sur le Ah, sujet. elle n'est pas passée, merci. Voilà. Hop, voilà. Tac, donc gestion des deux budgets, préparation donc des comptes rendus annuels, compte rendu de fin de mandat, de faire approuver ces comptes avec un expert comptable s'il y a un recours à l'expert comptable pour valider les comptes du CSE. Et puis il y a différentes obligations. Là aussi, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail sur les contrôles et la mise en place d'un contrôle obligatoire suivant les seuils de budget des CSE. Les compétences, évidemment, on va avoir des compétences en analyse et en gestion qui vont être requises, notamment puisque notre trésorier il va avoir une responsabilité dans la gestion du patrimoine du CSE et qui peut engager donc sa responsabilité civile et pénale s'il y a des fraudes ou des détournements. Par contre, là où il faut rester attentif et que l'employeur a toujours son rôle de regard sur le CSE, c'est que des utilisations non conformes aux œuvres sociales vis-à-vis de l'URSSAF, ça reste l'employeur qui est redevable des redressements que l'URSSAF réalise. Tout à fait. Après, peut y avoir une remise sur le budget de l'année suivante par l'employeur, mais là aussi, ça va faire l'objet de discussions et d'accords avec le CSE, mais de base, c'est l'employeur qui est redevable des cotisations que l'URSSAF redresserait. Donc il faut quand même avoir ce suivi en tant qu'employeur sur ces budgets. Le trésorier, pour faire cela, il peut être formé et notamment, donc, il a une obligation de formation à sa prise de poste, donc les nouveaux élus du CSE. Donc, il y a notamment le trésorier, mais aussi le secrétaire. Mais pour le trésorier, donc, il est bien prévu qu'il peut bénéficier jusqu'à 5 jours de formation. Et donc, ce sont 5 jours de formation qui sont donc jusqu'à, il n'y a pas de minimum, qui rentre dans le budget de formation de l'employeur et qui n'est pas du coup dans ses heures de délégation. Tout à fait. Donc, notamment les fameux 5 jours pour un premier mandat. Ensuite, si c'est un renouvellement de mandat, le nombre de jours peut être réduit à 3. Mais en tout cas, pour un premier mandat, pour trésorier secrétaire, on est bien sur 5 jours. Ouais. Je reprécise parce que je crois que j'ai dit une petite bêtise. Donc, les formations du trésorier des nouveaux élus, c'est prise en charge sur le budget de fonctionnement du CSE. Et Oui. par contre, les formations obligatoires tous les 4 ans sur les conditions de sécurité, d'hygiène et je ne sais plus quoi, Oui. lui, par contre, ils sont financés exclusivement par l'employeur. Pour être clair. Et puis donc notre secrétaire, pareil, redéfinir dans le règlement intérieur, c'est un rôle, mais à minima, donc il doit préparer les ordres du jour et s'assurer des délais de convocation. Donc on l'a vu tout à l'heure, les réunions avec les différents réunions minimum en fonction du seuil d'effectif de notre organisation. Et puis donc gérer l'ensemble des PV et formaliser les décisions du CSE. Donc peuvent être importantes, notamment pour, comme on le disait, valider les décisions s'ils sont consultés dans le cadre de licenciement économique ou pour inaptitude, de décision des différentes œuvres sociales et des conditions d'attribution pour qu'on n'ait pas cette notion de discrimination qui puisse être remis en cause par l'URSSAF, etc., etc. Et donc ce secrétaire qui pourrait être révoqué en cas de motif. On n'a pas la diapo, Loïc. Décidément. Ça arrive après. Voilà. Tac. Et donc ce secrétaire qui peut être révoqué donc, en cas de motifs sérieux comme des retards dans les convocations ou dans les PV, puisqu'on a vu, derrière, ça a quand même des conséquences qui peuvent être importantes en termes de procédure, que ce soit prud'homal ou de mise en responsabilité. Il a le droit aussi, évidemment, de démissionner. Et donc, il est remplacé. C'est un vote à la majorité des membres présents à la prochaine réunion du CSE. Donc voilà
à peu près les 45 minutes, même 50 minutes, ce qu'on pouvait essayer de vous dire sur les CSE, hein. Il y avait encore plein d'autres sujets qu'on pourrait évoquer, mais malheureusement, il aurait fallu beaucoup plus de temps. Je vais remonter voir les questions qu'on avait passées tout à l'heure et puis si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas à les formuler dans la conversation. Donc ça, on avait vu. Donc oui, sur les décomptes d'effectifs, donc il y avait une question sur, est-ce qu'on prend en compte ou pas donc les alternants, les Non, services civiques. les Alors alternants les ne rentrent alternants, pas dans les oui, effectifs. hein, donc Non. apprentissage et contrat de Mm. professionnalisation. Les services civiques, donc les Alors services ça, civiques je ne sont sais pas. exclus. J'ai pas. Ils sont exclus, ça je l'avais vérifié D'accord. pour une structure. Mhm. Les mécénats de compétences également, hein, D'accord. ils ne tiennent pas compte, enfin on n'en tient pas compte pour notre décompte. Par contre, salariés détachés ou mis à disposition, Oui. là, voilà, ils sont, c'est vraiment les salariés qui, du coup, qui interviennent dans, Alors, j'ai parlé de mise à disposition tout à l'heure, hein. mmh, La mise à disposition et le détachement, c'est un peu différent en fait. Le détachement, c'est un salarié qui va potentiellement être intégré à une autre entreprise. Donc, potentiellement, le salarié va pouvoir peut-être souhaiter être, voilà, participer aux élections de l'autre entreprise. Détachement et mise à disposition, on n'a pas la même notion en fait. d'accord. C'est pourquoi qu'on intègre la mise à disposition dans la possibilité, en effet, de rentrer les effectifs. Parce qu'il est mis à disposition à une autre entreprise, mais en fait, il relève matériellement toujours de l'entreprise de départ. Mmh. Contrairement au détachement où il part dans l'autre entreprise. Il n'est plus rattaché à l'entreprise de départ. Pas plus de détails. Donc du coup, dans les 2 cas, on le compte quand même, mais il n'y a pas les mêmes, voilà, très bien. Donc après, c'était sur le délai des élections. Donc en cas de carence successive, exemple 2 PV de carence en 2 ans, sous quel délai devons-nous relancer des élections? Ben, soit personne ne se manifeste et en fait, si vous attendez les fameux 4 ans, si vous avez toujours votre effectif supérieur ou égal à 11 ans, ou après, parce que vous avez des salariés qui se sont manifestés et dans ces cas-là, c'est en principe au bout de 6 mois, après le dernier PV de carence. Vous pouvez réorganiser des élections. Donc si personne ne bouge, c'est 4 Si ans après personne ne bouge, c'est 4 ans. le deuxième PV de carence, le plus récent. Donc ça, on a répondu, ça c'est vu. Tac, budget, oui. Qui peut représenter l'employeur dans un CSE? Ah, je suis désolée, Ah, c'est passé sur l'ordinateur, mon téléphone. Bon, j'entends quand même. comprends. Bah oui, je ne sais pas pourquoi. On a un problème de. Vas-y, repose la Alors, question. qui peut représenter l'employeur dans un CSE? Alors, en principe, c'est l'employeur. Donc l'employeur, c'est-à-dire le dirigeant. L'employeur, ou après, en effet, c'est l'employeur qui va être président du CSE. Il peut être accompagné éventuellement d'une personne avec laquelle il va travailler, comme son directeur, par exemple. Mmh. Mais en Après, effet, c'est en principe l'employeur qui est président du CSE. mais après, il peut Mais déléguer peut tout sa à fait, en effet, représentation avoir à un un directeur ou un directeur, voilà, qui a été mandaté par son employeur pour organiser les réunions, tenir les réunions. alors, pour les associations de moins de 20 salariés, le CSE peut-il demander à avoir accès aux données salariales? Quelles informations l'employeur doit-il transmettre? Pour un CSE de moins 25 salariés, c'est ça? Oui, Bah, en principe, les données salariales ne sont pas fournies, hein. C'est à partir de 50 et plus où là, en effet, on a une base de données sociales et économiques. Alors, dans le cadre du dialogue social, un bon échange avec les membres du CSE, il peut y avoir, voilà, un travail de fait sur les données sociales, mais la base de données, elle n'est accessible qu'à partir de 50 salariés et plus. d'accord. Donc après, il y a une rediscussion sur, détachement et mise à disposition, n'est-ce pas l'inverse? Alors,
Mise à disposition, en effet, il rentre dans le calcul des effectifs. C'est ça, c'était la question qu'on s'était posée tout à l'heure, qu'on avait listé les effectifs qui rentraient dans le cadre des effectifs. Oui. C'est ceux qui sont mis en disposition qui rentrent dans le cadre des effectifs. Ok. Pour déterminer le nombre de salariés pour lequel on engage la mise en place du CSE. Donc, pouvez-vous confirmer que les contrats CAE, CI comptent dans le calcul de l'effectif? Oui. Oui, je confirme. Depuis 2019, ils doivent être pris en compte pour le calcul des élections du CSE. Dans une association, c'est le président ou le directeur délégué ou votre intitulé qui représente l'employeur. Le président étant mandataire social. Je répondais oui. Enfin, dans une association, c'est le président qui a les pouvoirs de directeur et Oui. après, il fait une délégation permanente ou ponctuelle si il a besoin pour donner son pouvoir, mais notamment dans le cadre d'un prud'homme, c'est bien le président qui doit se présenter. Et Tout si à la fait. personne qui représente C'est lui qui l'association n'a représente pas de l'association. mandat, voilà, c'est une cause voilà. Donc, en tout cas, les tribunaux De n'aiment pas. nullité, éventuellement, oui. Mais voilà, de base, c'est bien le président qui est l'employeur. Alors, Emmanuel, tu nous dis pour information, un GIE avec uniquement des mises à disposition, pas de salarié en direct, doit avoir un CSE si supérieur à 11. Oui, donc c'est ça. J'ai pas très bien, excusez-moi, parce que j'ai pas trop entendu la question, mais je pense que Loïc t'a répondu, non? C'est un complément d'information qui D'accord, dit bien parfait. qu'effectivement, nos mises à disposition compte dans l'effectif du CSE, puisque là, c'est le cadre d'un Oui. groupement d'intérêt économique. Il n'y a que des Tout à mises fait. à disposition, ça dépasse les 11, et donc ils ont dû mettre en place un CSE. C'est ça. Merci pour cet exemple pratique, Emmanuel. Alors, dans les CSE de moins de 50 salariés, c'est donc le président du CSE qui rédige l'ordre du jour et le compte-rendu de réunion. Non, il y a un membre du CSE qui aura Non, les non. attributions En de fait, secrétaire. l'ordre du jour, il est établi conjointement avec le secrétaire, souvent. L'ordre du jour du CSE est établi conjointement avec le secrétaire. Et lequel ordre du jour dans un CSE moins de 50 salariés doit être en principe transmis 2 jours avant la réunion à l'ensemble des membres du CSE. Parce qu'en fait, il va y avoir des questions posées dans ce cadre d'ordre du jour. Donc, c'est bien, en effet, les membres du CSE qui vont avoir un certain nombre de questions, qui vont donc lister dans cet ordre du jour. Éventuellement, l'employeur a aussi des questions à noter dans cet ordre du jour. Mais cet ordre du jour, il est établi en principe par le secrétaire du CSE qui va éventuellement le soumettre à l'employeur pour validation aussi. Il n'y a pas d'obligation de secrétaire pour les CSE de moins de 50. Non, mais après, Si, en principe. Après, en effet, si vous avez 11 personnes, vous avez un CSE avec un titulaire, parce que 11 salariés plus, vous allez donc avoir un CSE avec un seul titulaire, voire un suppléant. Je dirais que le CSE, il va être restreint dans le sens où c'est le titulaire qui va faire un petit peu office de secrétaire, de trésor. Il n'y aura pas de budget de trésorier, de budget, donc de fonctionnement, ni d'action sociale et culturelle. Donc, en effet, il ne va pas y avoir forcément de secrétaire. Par contre, il y aura un titulaire qui aura pour obligation, entre guillemets, de faire remonter l'ensemble des réclamations individuelles et collectives de l'ensemble des salariés. Et ça ne dispensera pas pour autant non plus d'avoir un ordre du jour. Il faudra quand même établir un ordre du jour, en effet. Puis C'est pour ça que quand je dis que peut-être conjointement pour des décider, en CSE qui fait, sont inférieurs à 50, oui. à chaque réunion qui tient le rôle de secrétaire pour le PV. Donc, effectivement, ça peut être l'employeur ou mon assistante de direction qui participe, qui fait le Oui, rôle de tout à fait. secrétaire pour taper, mais voilà. Et puis donc, question pratique, quand on doit prendre une décision à la majorité des voix, mais qu'il n'y a qu'un titulaire et le dirigeant dans le CSE,
comment on décompte la majorité. Dans le cas d'un CSE, juste de plus 11 et moins de 20, tu n'as qu'un membre et tu as l'employeur qui est présent. Donc, comment tu définis ta majorité? C'est la majorité absolue. Donc, si les deux ne sont pas d'accord. Il n'y aura pas d'accord. C'est un peu le risque. Après, éventuellement, référendum auprès des salariés. Pouvez-vous nous récapituler les différences entre association et entreprise? Pour les attributions du CSE et son fonctionnement, il n'y en a pas. Non. Qu'on soit association, fondation, etc. En fait, entité privée qui emploie du personnel, on a les mêmes obligations, quelle que soit la forme. L'exemple d'Emmanuel Serrano est le même. On est dans un GIE, malgré que ce soit un GIE, on a la même obligation de mettre en place les CSE. Là, c'est vraiment pas lié à la structure. Donc les particularités, c'est plus dans l'organisation, parce qu'on peut avoir des modes de fonctionnement et d'organisation qui font qu'on va peut-être retrouver plus d'établissements distincts, ou qu'on peut avoir des risques d'UES plus importants s'il y a entre guillemets trop de coopération et de liens entre différentes structures qui travaillent ensemble. Mais de base, on applique les mêmes règles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, dans tous les textes, quels qu'ils soient, on parle toujours d'entreprise, on ne parle pas d'association, mais c'est un terme générique. Donc, en effet, comme tu dis, Loïc, toutes les attributions du CSE concernent toutes les entreprises, et quelle que soit leur forme, juridique. Tout à fait. Parfait. Écoutez, c'est une remarque, donc je laisse les gens la lire. Si vous n'avez pas d'autres questions, on a à peu près respecté le timing. On avait pas démarré avec les 5 minutes de retard habituels pour laisser le temps de tout le monde de se connecter. Donc, on finit avec 7 minutes de retard. Donc, on est pile dans l'heure qu'on vous avait demandé de nous consacrer. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente soirée, de bonnes vacances, puisque nous finissons le cycle de webinaire avant la vacance, et on vous concocte de toute façon un programme à partir de la rentrée prochaine, avec de nouvelles dates et de nouvelles thématiques à aborder. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire remonter des thématiques qui vous intéresseraient d'être traitées lors de ces webinaires. On fera au mieux. Merci à tous de votre attention et de votre participation active avec nos échanges de questions. Et peut-être au plaisir de repartager un moment avec vous sur un autre webinaire sur un sujet qui vous tient à cœur. Merci. Bonne soirée à tous.